premier lieu, je tiens à remercier Pierre-Yves, évidemment, et les camarades du Cercle Aristote pour m'accueillir pour la sortie de mon livre. Je remercie également mon éditeur, Bernard Giovanangeli, ici présent, qui a été, on va dire, indulgent avec ma tendance à écrire au kilomètre. Il a dû me freiner de temps en temps parce qu'il fallait respecter un certain nombre de pages, un cadre. Donc bon, ça m'a discipliné un peu sur l'écriture. Alors, pourquoi ce livre L'année 2018 m'a beaucoup aidé. Le cadre global, on va dire, des tensions sino-américaines, aussi bien commerciales que stratégiques, m'a permis d'alimenter cette réflexion autour de ce livre. Plusieurs faits notables qui sont passés. L'ouverture en l'été 2017 de la première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti. Donc à partir de début 2018, on voit déjà les premières plaintes américaines. Les Américains ont une base depuis 2003 à Djibouti, à Camp-Lemonnier, de lasers qui pointaient sur les yeux des pilotes américains lors de l'atterrissage à Camp-Lemonnier. Donc première plainte. Après, en septembre 2018, grande messe de la coopération sino-africaine, le 7e forum de coopération Chine-Afrique s'ouvre à Pékin. Tous les pays africains, les 54, y sont présents. Décembre 2018, le conseiller à la sécurité nationale américaine John Bolton dévoile la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique, Prosper Africa. Il mentionne l'Afrique 40 fois, mais il mentionne la Chine 15 fois. Donc on se demande si la stratégie est à propos de l'Afrique ou à propos de la Chine en Afrique, au final. Donc les planètes semblaient s'aligner pour offrir une vue d'ensemble des prises de position respectives sur le continent par les deux puissances, d'autant plus que depuis 2000, donc 2000 année charnière, car premier forum de la coopération Chine-Afrique, mais aussi lancement d'un cadre commercial des échanges américano-africains, donc l'AGOA, qui se perdure jusqu'à aujourd'hui. Le discours officiel américain qui prévalait était celui de l'isolat stratégique. Chine et États-Unis sont des compétiteurs, mais ils ne sont pas en affrontement ouvert sur le continent, car même s'ils désirent la même chose de l'Afrique, donc un accès privilégié aux matières premières stratégiques, essentiellement hydrocarbures, minerais, et un soutien diplomatique dans les forums régionaux et internationaux. Donc si les portes de la coopération semblent ouvertes, pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Donc j'ai justement choisi et privilégié 5 domaines spécifiques dans mon livre, donc 3 sur lesquels j'effectue un exposé comparatif des investissements, donc les industries extractives, hydrocarbures, minerais, l'électrification par les énergies renouvelables et le secteur manufacturier. 2 domaines après dans lesquels les 2 acteurs ont un avantage comparatif important l'un sur l'autre. Donc l'architecture de sécurité pour les États-Unis et la mise en place d'infrastructures de transport pour la Chine. Passons d'abord aux exposés comparatifs. Commençons par les industries extractives. Sur les hydrocarbures, les États-Unis ouvrent le bal. À partir du milieu des années 90, on voit des opérateurs indépendants américains, pas d'abord des grandes compagnies majors comme ExxonMobil et Chevron Texaco, mais des opérateurs moyens qui décident de mettre en valeur des marchés, essentiellement dans le golfe de Guinée, et de pétrole et de gaz offshore. Donc on voit des compagnies comme Marathon Oil, Amerada S, qui à elles seules construisent le marché pétrolier de la Guinée équatoriale. Après, on voit Cosmos Energy, qui s'implante au Ghana et qui découvre le gisement Jubilé en 2007. Anadarko, qui est une compagnie aussi du Texas et qui, elle, se projette sur la face orientale du continent et exhume d'immenses réserves gazières dans le bassin de Rovuma au Mozambique. Ou encore Devon Energy en Côte d'Ivoire, mais depuis Devon Energy s'est retiré de l'Afrique, car il y a eu le boom des gaz de schiste, elle a préféré se concentrer sur le marché domestique. Donc, présence de ces indépendants, évidemment implantation forte des majors, ExxonMobil, Chevron Texaco, dans les 2 grands marchés du Golfe de Guinée, que sont le Nigeria et l'Angola, et frilosité avérée de ces compagnies américaines pour les projets intégrés onshore. Donc, fait notable, fait exception, l'exploitation du bassin de Doba au sud du Tchad. Donc c'est le seul projet américain qu'on peut retrouver onshore, avec un pipeline qui part du gisement tchadien de Doba pour aller au port camerounais de Kribi. Les Chinois, à partir de 1996, font tout l'inverse. Ils investissent sur terre. Peut-être ils ont une notion plus
on va dire, plus vague du risque que ça peut comporter en terre africaine, mais ils décident de mettre en place des projets intégrés onshore. Donc ça commence en 95-96, visite du président soudanais Omar al-Béchir à Pékin, pardon, et immédiatement, des compagnies chinoises, CNPC en tête, décident d'investir et d'exhumer des champs pétroliers dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud, donc le bassin de Mouglad et le bassin de Mélut. Construction d'un pipeline pour évacuer le pétrole par la mer Rouge, donc établissement d'une raffinerie à Khartoum. Là, on a typiquement le savoir-faire chinois dans la capacité à monter des projets intégrés. Ils font la même chose au Tchad. Ils investissent dans le bassin de Bongo, donc au sud-est du Tchad. Pareil, ils construisent une raffinerie à côté d'Njamena, donc la raffinerie de Djermaya. Ils reproduisent le même modèle au Niger. Donc ils investissent dans le bassin d'Agadem à l'est du Niger, car les compagnies occidentales ne voulaient pas trouver que ce n'était pas rentable. La plupart des compagnies occidentales, il faut le rappeler, sont des compagnies privées. Les compagnies chinoises sont des compagnies d'État, ils bénéficient des largesses et des réserves en devises de l'État chinois. Donc exactement pareil, exploitation des gisements du bassin d'Agadem, construction d'une raffinerie, malheureusement de faible capacité et qui connaît en ce moment beaucoup de problèmes techniques, dans la ville de Zinder, au sud du pays. Même si les Chinois absorbent énormément de pétrole du golfe de Guinée, ils sont paradoxalement extrêmement peu présents dans l'exploration-production et ils obtiennent très peu de licences. Les compagnies que sont Sinopec, on a entendu énormément parce que c'est la relation avec l'Angola. Donc Sinopec a fait des contrats ressources pour l'infrastructure et a acheté énormément de barils de l'Angola. Encore aujourd'hui, la Chine absorbe 60% du pétrole angolais, mais sur ce pétrole qu'elle absorbe, seulement 8% est produit par les compagnies chinoises. Donc 92% du pétrole que la Chine importe de l'Angola est produit par des compagnies occidentales. Donc Elf, ExxonMobil, Chevron, Texaco, essentiellement. Lorsqu'elle arrive à pénétrer, c'est parce qu'elle rachète des compagnies qui sont déjà présentes dans l'exploration-production. Les deux cas emblématiques sont le rachat de Adax Petroleum, donc c'est une compagnie suisse, par le géant chinois Sinopec en 2009. Donc Sinopec prend pied dans le marché offshore du golfe de Guinée, des actifs au Nigeria, des actifs au Cameroun, des actifs au Gabon. CNOOC, une autre compagnie chinoise spécialisée dans l'offshore, fait exactement la même chose en rachetant en 2013 le Canadien Nexen Petroleum. Pareil, CNOOC avait du mal à obtenir des licences d'exploration lors des rounds d'attribution. Il rachète Nexen Petroleum et il prend pied immédiatement au Nigeria. Aujourd'hui, CNOOC produit du pétrole au Nigeria. Deuxième industrie extractive, évidemment, les minerais. Donc sur les minerais, les compagnies américaines et plus largement anglo-saxonnes, je rattache les compagnies anglo-saxonnes en raison de leur interprétation financière et boursière, elles sont majoritaires dans les marchés traditionnels que sont l'Afrique du Sud, le Ghana, donc toute la ceinture aurifère du Sahel, le Ghana, nord du Ghana, nord de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, ce sont essentiellement des compagnies américaines, australiennes et britanniques. Mais le gros coup qu'ils arrivent à faire, c'est en 96-97, dans le sillage de la rébellion congolaise de Laurent-Désiré Kabila, ils s'insèrent et ils font une mise en coupe réglée du secteur minier congolais. Donc on revoit au Katanga, donc la province riche en cuivre et en cobalt, on retrouve des compagnies comme AMFI, donc, où siégeait l'ancien président George Bush père. On retrouve Freeport-McMoRan, le numéro 1 du cuivre aux États-Unis, et des compagnies canadiennes comme Anvil Mining, Katanga Mining, d'autres compagnies qui s'installent pour de bon au Katanga. Autre secteur privilégié au Congo, l'or. Donc l'or, on le trouve dans les provinces orientales essentiellement, Sud Kivu. Donc là, on trouve Banro Corporation, une compagnie canadienne. En Ituri, donc la province congolaise frontalière avec l'Ouganda, où là, c'est Barrick Gold, donc géant de l'extraction aurifère qui met en coupe, qui s'accapare la quasi-totalité des gisements. La Chine, de son côté, il faut savoir que si la deuxième guerre aussi du Congo s'est déclenchée, Laurent-Désiré Kabila est arrivé en mai 1997, une deuxième guerre se déclenche en 1998, cette fois-ci entre Laurent-Désiré Kabila contre ses anciens parrains du Rwanda et de l'Ouganda. Une des raisons sous-jacentes, c'est que Laurent-Désiré Kabila a voulu renégocier les contrats et a voulu faire appel à la Chine pour commencer à s'implanter au Katanga.
Ça, ça a mal plu parce que la Chine, qui a commencé exactement en 98 à s'implanter en Zambie, donc de l'autre côté de la frontière, où elle a réouvert et exploité la mine de cuivre de Chambishi, la Chine commençait vraiment à prendre des parts dans ce secteur. Au Congo, elle était seulement dans les rayons du négoce et des fonderies. Elle n'était pas encore des compagnies qui exploitaient vraiment des gisements. Elle le faisait déjà en Zambie. Durant cette période 2003-2008, la Chine, pour son approvisionnement en minerais, compte essentiellement sur ce qu'on a appelé les contrats ressources contre infrastructure. En contrepartie de la mise en place d'une centrale hydroélectrique, de la construction de routes, de voies ferrées, de bâtiments, on a droit d'importer des minerais, essentiellement des minerais. Donc il y a des contrats qui ont été emblématiques, mais comme j'explique dans le livre, cette méthode est loin d'être fructueuse. Elle a eu beaucoup de déconvenues dans beaucoup de pays. Donc j'ai cité essentiellement l'exemple ce qu'on a appelé le contrat du siècle. C'est le contrat de la Sicomine en RDC en 2007, 9 milliards de dollars en échange de l'importation de milliers de tonnes de cuivre et de cobalt. Les sommes mises en jeu ont tout de suite alerté le FMI. Le FMI s'est inséré, a obligé l'État congolais à une renégociation, et on va dire les clauses du contrat et de l'exploitation ont commencé à se mettre progressivement en place à partir de 2013. Et encore là, l'État congolais en a profité pour essayer de renégocier le contrat parce qu'il voulait, et on ne peut pas leur en blâmer pour ça, c'est tout à fait à leur honneur, que la transformation de la majorité du cuivre et du cobalt se fasse sur place, donc dans le raffinage au Katanga. Le contrat Sicomine, succès mitigé. Il y a eu le contrat Belinga, donc c'est un contrat qui a été signé au Gabon. Donc les Chinois s'étaient accordé le droit d'exploiter et de mettre en valeur un gisement de minerai de fer, donc le gisement de Belinga. En échange, ils devaient construire une centrale hydroélectrique, une voie ferrée, des infrastructures portuaires. Contrat qui s'est très mal passé, parce qu'en 2013, l'État gabonais leur a retiré les droits d'exploitation. Même cas aussi au Ghana. Au Ghana, ça a été l'importation de pétrole. C'était un contrat pétrole contre infrastructure. Les Chinois voulaient construire des corridors routiers partant de l'ouest, sud-nord, central et est du Ghana. Le problème, c'est que leurs prêts étaient trop, parce que c'est aussi adossé à des prêts, les prêts étaient trop élevés pour le service de la dette ghanéenne. Les Chinois s'étaient comportés avec le Ghana comme si le Ghana était un parti unique. Or, le Ghana a une tradition parlementaire très forte. Et quand l'opposition est arrivée au pouvoir, l'opposition a annulé certains prêts parce qu'elle a dit on ne peut pas se permettre, c'est les engagements que le gouvernement précédent a passés, ça ne nous concerne pas. Donc, j'ai dit approvisionnement classique. C'est à partir vraiment de 2009. Donc en 2009, la Chine devient le premier partenaire économique étatique de l'Afrique, parce qu'on a tendance à dire que le premier partenaire économique, c'est l'UE. L'UE, ça ne veut rien dire. Les Français et les Allemands sont en concurrence en Afrique. Donc, mais en 2009, la Chine devient le premier partenaire étatique de l'Afrique. Et c'est à partir de là qu'elle entreprend une vague de rachats, parce qu'elle profite de l'effondrement des cours de plusieurs minerais, elle profite de la solidité de ces entreprises, et surtout, elle ne veut plus subir le jeu des cartels occidentaux pour ses approvisionnements. Donc, dans le livre, je donne 3 exemples de ce cas. La vague de rachat qui est opérée au Katanga, donc à partir de 2010-2011. On voit des grandes compagnies chinoises comme China Minmetals, CNMC, China Molybdenum, qui rachètent la plupart des actifs que les compagnies occidentales détenaient. Donc Freeport-McMoRan, le géant du cuivre américain qui détenait le gisement de Tenke-Fungurume. Donc c'est un gisement de cobalt et cuivre immense au Katanga. La Chine valide le rachat de ce gisement en 2016. Et ça a fait beaucoup de bruit dans la presse spécialisée, mais aussi presse grand public. Deuxième zone géographique où on peut observer cette vague de rachat, les pays de la Mano. Donc la Mano, c'est une union de pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Sierra Leone autour du gisement minerai de fer, pareil, de Tonko-Lili. Ce gisement était opéré par African Minerals, donc une compagnie britannique. Et à partir de 2010, les Chinois vont faire une politique de rachat phasée en mobilisant plusieurs entreprises sur le dossier. Donc 2010, China Railway Materials prend une part minoritaire dans le gisement. Après, c'est
SCSG, notre compagnie, puis Tianjin Materials en 2012. Aujourd'hui, African Minerals a été évincé de la Sierra Leone. Les Chinois contrôlent la grande majorité du marché du fer en Sierra Leone. Autre domaine, là aussi d'évincement des compagnies occidentales, l'Érythrée. Donc l'Érythrée, là essentiellement, c'est le cuivre et l'or. Le cuivre et l'or qui était entre les mains des Australiens et des Canadiens à partir de 2012. De 2012 à 2018, les Chinois, avec des entreprises essentiellement provinciales d'ailleurs, de la province du Sichuan, s'emparent de la plupart des gisements de cuivre et or en Érythrée. Deuxième domaine de l'exposé comparatif, l'électrification par les énergies renouvelables. Donc, pour tous ceux qui ont été en Afrique, ont vu, Pékin a eu la fièvre de l'hydroélectricité. On monte des barrages partout dès qu'on peut. Quand on observe le potentiel fluvial de l'Afrique, ce n'est pas vraiment étonnant. Dans le 50% des prêts chinois sont consacrés à l'hydroélectricité, dans la portion des prêts consacrés à l'électrification et l'énergie. Les grands groupes qu'on connaît, c'est Sinohydro, CWE, Gejuba. Ils dominent haut la main le marché. Viennent ensuite, dans l'ordre des parts de marché, les lignes de transmission. Évidemment, si on construit la centrale hydroélectrique, il faut à tout prix assurer les lignes de transmission. Harbin Électrique, Dongfeng Électrique, Shanghai Électrique. Toutes ces entreprises collaborent évidemment avec les premières cités. Ensuite, les infrastructures gazières. Donc, il y a plusieurs connexions, la mise en place de gazoducs et l'utilisation de gaz dans l'électrification. Là aussi, les Chinois sont bien placés. Puis viennent en dernier lieu les renouvelables intermittents, donc l'éolien, le photovoltaïque, où les Chinois sont peu présents dans le développement. Par contre, ils sont très présents dans le volet fourniture technologique des projets, évidemment. Quand on contrôle 70% de la production de panneaux photovoltaïques, c'est plus simple de se placer sur la plupart de ces contrats. Les compagnies occidentales sont éoliens, Vestas, General Electric, Aldwych sont encore majoritaires dans le développement. On a le même sur le volet photovoltaïque. J'ai donné très longuement, j'ai exposé dans le livre ce qui s'est passé à partir de 2010-2011 lorsque l'Afrique du Sud s'est lancée dans l'ouverture de son marché aux énergies renouvelables. On voit que les Chinois sont trop présents dans le développement, hormis 2-3 projets. Par contre, ils fournissent tous les matériaux et les panneaux aux entreprises espagnoles, américaines, allemandes, essentiellement. Les États-Unis, comment font-ils? Ils réagissent en 2013. Mieux vaut tard que jamais, nous dirons-nous. Barack Obama, lors d'une tournée en Afrique, lance le programme Power Africa lors d'un discours au Cap. Donc, c'est essentiellement une application de la loi PURPA, donc la loi PURPA de 1978 aux États-Unis, qui crée ce qu'on appelle les producteurs indépendants. Donc, c'est une introduction de la concurrence dans le marché de production d'électricité dans les pays. Ce n'est pas forcément bon pour les pays africains, mais c'est une nouvelle vague de libéralisation dans ce secteur. C'est un modèle qu'on retrouve également, donc, qui a été transposé à l'Union européenne. Donc, les Européens sont tout à fait à l'aise aussi avec ce modèle de contrat de rachat d'électricité sur une période donnée. Programme globalement décevant. Donc, on a beaucoup de faits de communication autour de cette initiative d'Obama. Entre 2013 et 2017, en matière de mégawatts et de capacité installée, il n'y a vraiment pas grand-chose. Fait contradictoire, le programme pourrait être relancé sous Trump, car Trump, très en lien avec le business des industries gazières, voit l'administration Trump, et essentiellement le département de l'Intérieur et l'USAID, voit en Afrique, dans le processus de l'utilisation du gaz, la monétisation du gaz dans la production d'électricité, un marché d'exportation. Car quoi qu'on peut en dire, dans leur livraison de GNL en Europe, les livraisons de GNL américaines en Europe ne battront jamais la Russie. Rien qu'au niveau du prix, du coût de transit, ça peut être une alternative pour certains pays, mais c'est vrai, l'Afrique représente une opportunité plus importante sur ce dossier. Donc l'administration américaine voit ça, réfléchit sur la monétisation des ressources locales gazières, et c'est là où on voit que même s'il y a eu le boom des gaz de schiste aux États-Unis, les petites compagnies sont retournées là-bas, mais les grandes compagnies sont restées en Afrique. Et à partir de 2015-2016, on voit ExxonMobil, Chevron Texaco prendre de plus en plus de parts dans les licences d'exploration-production en Afrique. On voit au Sénégal, Mauritanie, Sao Tomé et Principe, l'Afrique du Sud qui a fait que Total a exhumé un gisement gazier très récemment très prometteur, le Mozambique.
la Tanzanie, tous ces pays où ExxonMobil a décidé d'investir, en période pourtant de baisse des cours du pétrole, parce que 2014-2017, c'est ça. Et là, ExxonMobil se positionne essentiellement pour la monétisation du gaz, et ça sera soit l'exportation, soit l'utilisation locale, mais au moins c'est les Américains qui auront la main sur ce dossier. Troisième domaine comparatif, le secteur manufacturier. Donc l'appui à l'industrialisation, si on s'en souvient, était l'un des thèmes phares de l'AGOA, quand l'AGOA a été lancée en 2000. Mais les Américains ont pris tout de travers. Ça ne sert à rien de parler d'industrialisation si on ne parle pas d'infrastructure et d'électricité. Ce sera dur. Au bout d'un moment, on se rend compte que les investisseurs américains qui veulent le peu d'investisseurs, parce qu'il y a toujours une frilosité des investisseurs américains pour aller en Afrique. Petite anecdote, échange États-Unis-Afrique, 39 à 40 milliards de dollars en 2018, Chine-Afrique, 208 milliards. Donc on voit déjà qui choisit d'y aller et qui est sérieux de ce quoi il parle et qui n'est pas sérieux. Donc ils n'ont fait que décevoir, les Américains n'ont fait que décevoir leurs partenaires africains d'année en année. Donc si on suit les comptes rendus des forums AGOA, le dernier à Abidjan, avant il y a eu Washington et Lomé, bon, on a dit sous Trump on n'attendra rien parce qu'il a une attitude protectionniste, on n'aura pas de relance commerciale. Le Rwanda, qui était un des partenaires américains, on va dire, privilégiés dans la région, a décidé d'établir des barrières tarifaires sur l'importation de friperies. Et immédiatement, il y a des producteurs américains qui ont contacté l'OTEXA. Donc l'OTEXA, c'est le bureau chargé des textiles au département du commerce américain, et qui ont dit oui, c'est pas normal que le Rwanda devienne protectionniste sur ce dossier. En 2018, le Rwanda a été exclu d'AGOA. Très mauvais jeu, très mauvaise brèche dans laquelle les Chinois et les Russes se sont immédiatement insérés. Ça, la Chine, de son côté, elle est arrivée en promouvant le modèle des zones économiques spéciales. Donc elle a dit, vous voyez ce qu'on a fait à Shenzhen, eh bien, l'Afrique devra faire pareil. Initiative intéressante, mais résultat mitigé. Car la plupart des parcs industriels et des zones économiques spéciales chinoises en Afrique sont des enclaves chinoises en territoire africain. Pour la plupart. Ce ne sont pas les pays africains, globalement, qui décident, je monte un parc industriel, je fais venir les compagnies d'un secteur que je souhaite développer, j'impose des clauses de transfert technologique, transmission de savoir-faire. Ce n'est pas exactement ça, hormis certains cas, je pense à la zone de Tanger-Med au Maroc, et le parc industriel de Koega en Afrique du Sud, à côté de Port-Elizabeth. Ça, c'est un modèle de développement piloté par l'État. L'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, c'est le pays qui concentre la plupart des investissements manufacturiers chinois dans les parcs industriels et les zones économiques spéciales. L'Éthiopie, au début, a accepté les enclaves. Petit à petit, sous Haïlé Mariam Desalegn, puis maintenant sous Abiy Ahmed, on voit l'État qui, dans ses plans de développement sur certains dossiers, prend la main dans la gestion des parcs industriels et des zones économiques spéciales. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut que le gouvernement éthiopien soit beaucoup plus dur encore avec les investisseurs chinois, mais on est sur la bonne voie. Les deux secteurs sur lesquels une puissance a un avantage comparatif considérable sur l'autre. L'architecture de sécurité. Les Américains, à partir de 1992, donc c'est exactement un an après la dissolution de l'Union soviétique, décembre 1991, en décembre 1992, les Rangers américains sont sur le sol africain. L'opération Restore Hope est lancée en Somalie par le George Bush père. On a les Rangers qui débarquent sur la plage de Mogadiscio. Ça finit en eau de boudin. 18 Rangers sont lynchés dans les rues de Mogadiscio en octobre 1993. L'administration Clinton est complètement paniquée. Elle décide que plus aucun soldat américain ne mettra les pieds sur le sol africain pour les opérations de maintien de la paix. Donc là, on passe à ce qu'on appelle une africanisation du volet sécurité, notamment sur les opérations de maintien de la paix. Dès lors, comment s'est matérialisé l'accroissement de la présence militaire américaine, quelles en ont été les modalités, et surtout comment la suivre. La difficulté, c'est ça, c'est comment suivre la présence militaire américaine sur un continent aussi vaste. Il ne faut pas se laisser avoir par la projection de Mercator. L'Afrique, c'est immense, c'est un casse-tête logistique. Donc, dans toute la deuxième partie du livre, j'essaye d'expliquer cela. D'abord, le volet juridique. Les Américains approchent les pays africains et leur demandent de signer ce qu'on appelle un SOFA, un accord sur le statut des forces. Donc, les militaires américains sont autorisés à se déployer dans le pays pour des activités spécifiques.
exceptionnellement une opération militaire, une formation d'un bataillon, que ce soit en combat sur le terrain ou l'utilisation de systèmes de communication. Donc on a le SOFA. Ensuite, il propose un AXA. C'est un accord logistique essentiellement pour l'utilisation des aéroports internationaux africains. Donc que les gros porteurs du Transcom, donc du commandement de transport du Pentagone, soient autorisés à utiliser, en cas d'urgence ou en cas d'opération, les aéroports internationaux africains. Ensuite, il y a le volet logistique. Donc là, c'est intéressant d'aller voir les études de l'US Army War College, de voir. La question, c'était comment apprivoiser la tyrannie de la distance. Par voie terrestre, donc il y a un système, ce qu'on a appelé le SDN, le Surface Distribution Network, qui a été mis en place essentiellement autour de la Corne de l'Afrique. Donc c'est un réseau terrestre et maritime qui reliait les bases américaines en Grèce, la baie de Souda, en Sicile, à Sigonella, et Naples, évidemment, pour approvisionner toutes les installations américaines dans la Corne, donc Djibouti, Mombasa au Kenya, et depuis Mombasa, par un système de logistique terrestre vers la frontière somalienne ou vers l'Ouganda et le Sud-Soudan. Donc là, on voit, il y a un très bon article qui est paru dans une revue américaine en 2011 qui explique cela, et depuis, le système s'est grandement amélioré. On a l'équivalent, évidemment, en Afrique de l'Ouest, qui s'est mis en place en 2013, essentiellement, depuis le Ghana et depuis le Nigeria. Donc Accra et Tinkan Island, donc le terminal à Lagos, où beaucoup de cet approvisionnement logistique, notamment, a servi au dispositif Barkhane. Donc à partir de 2013, la logistique américaine a beaucoup appuyé notre opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Outil de suivi intéressant également pour déterminer quels sont les secteurs d'opération privilégiés. Toute cette logistique est externalisée. Donc, le gouvernement américain, essentiellement le Transcom et la DLA, donc l'agence logistique du Pentagone, font des appels d'offres sur le site qu'on appelle des FBO, fbo.gouv, donc les Federal Business Opportunities, où ils demandent à des compagnies privées d'approvisionner en nourriture, en matériel, des installations en Afrique gérées par l'armée américaine ou sur lesquelles les soldats américains sont présents. Donc si on a du mal à voir, même dans la presse, ou dire les Américains, on ne sait pas vraiment où ils sont, parce que les Français, on sait où ils sont. Il y a une forte visibilité, il y a beaucoup d'hommes, il y a un gros tapage médiatique dessus. On assure les grosses opérations, Serval, Barkhane, Sangaris, République centrafricaine. Mais les Américains, eux, font un maillage. Ils font des nénuphars, ils maillent le terrain, mais ils ont une présence, on va dire, extrêmement discrète, même pour les sénateurs américains, qui se demandent des fois en commission... mais est-ce qu'on est dans ce pays ou est-ce qu'on n'est pas dans ce pays? C'était un incident qu'on avait vu lorsqu'il y a s'est produit une embuscade contre une escouade des forces spéciales américaines au Niger, donc octobre 2017 à Tongo-Tongo. Donc Tongo-Tongo, c'est une région qui est à l'ouest de Niamey. Et on a vu le commandant des forces américaines en Afrique, commission des forces armées du Sénat, des sénateurs qui a dit comment ça se fait que nous, on ne sait pas qu'il y a des forces américaines sur le terrain. Et parce qu'essentiellement, ce sont des forces spéciales. Le SOCOM, le commandement des forces spéciales, essaye de garder ça, on va dire, de manière la plus discrète. C'était une doctrine qui avait été imposée par Obama, parce qu'Obama était très influencé par le commandant du SOCOM de l'époque, qui était l'amiral William McRaven. Donc voilà, il y a toujours un flou autour des déploiements américains. Et de temps en temps, la presse nous sort récemment, il y a des drones américains et des forces spéciales à Dirkou. Donc Dirkou, c'était une ville au nord du Niger. Le Washington Post ou le New York Times qui avait sorti ça, c'était complètement étonné. On est étonné, justement, si on ne suit pas le volet logistique. Lorsqu'on voit, essentiellement pour les livraisons de carburant, pareil, la DLA émet des appels d'offres pour livrer du carburant. Sur la période 2016-2021, parce que c'est des appels d'offres quinquennaux, la DLA demandait à livrer du fuel et du carburant à Dirkou. Alors qu'il n'y avait pas, et personne ne savait vraiment qu'il y avait des forces spéciales américaines et une base de drones, des drones Predator qui volaient depuis Dirkou à la fois vers le Niger et vers le sud de la Libye.
Autre volet de livraison de carburant, donc j'ai parlé des livraisons de carburant pour aéronefs. Il y a aussi les livraisons de gasoil marin pour les bateaux. La flotte américaine a lancé en 2007 ce qu'on appelle le programme APS, donc Station pour le partenariat en Afrique, où les bâtiments de l'US Navy vont de port en port sur chaque côte. Donc il y a deux divisions. Il y a APS Ouest qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, Golfe de Guinée, jusqu'à l'Afrique du Sud, et APS Est qui s'occupe mer Rouge, océan Indien. Là, pareil, le gouvernement américain émet des appels d'offres, du gasoil marin est livré, et on peut ainsi voir quel port a été certifié par une présence d'un bateau américain. Par exemple, en 2017, l'Angola, le port de Luanda, a été certifié par la visite d'un bâtiment de l'US Navy dans le cadre du programme APS. Du coup, on a des livraisons de gasoil marin sur les appels d'offres de la DLA qui mentionnent le port de Luanda. Troisième volet, le volet formation. Donc, formation en matière d'opération de maintien de la paix. Donc là, on a les programmes, on va dire, dédiés à l'Afrique, les programmes ACRI, African Crisis Response Initiative, et par la suite, de 1996 à 2002, par la suite, qui est devenu ACOTA. Donc ACOTA, qui est un programme de formation des armées africaines aux opérations de maintien de la paix, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Je laisse de côté tout ce qui est formation dépendant des lignes budgétaires du département d'État et du Pentagone, car on tomberait dans une explication trop longue. C'est un vrai millefeuille. J'expose tout ça dans mon livre. J'espère que vous n'aurez pas mal à la tête en lisant cette partie, parce que ça s'empile pour des résultats relativement médiocres, on va dire, dans la formation des militaires américains. Pour exemple, l'officier qui a fait le coup d'État au Mali en mars 2012, le capitaine Sanogo, avait fait toutes les formations américaines. Ça n'a pas empêché de faire un coup d'État, de renverser un gouvernement légal. Tout va bien, quoi. Il y a un autre programme qui est intéressant à suivre, essentiellement auprès des pays qui commencent à être approchés par les États-Unis. C'est le programme NGPP. Donc, c'est le National Guard Partnership. Donc, les gardes nationales des États fédérés américains signent des accords de coopération avec les pays africains. C'est un programme qui s'est développé tout d'abord dans les années 90 dans les pays d'Europe de l'Est. Chute de l'Union soviétique oblige. On propose des formations, des échanges entre les armées des armées des États d'Europe de l'Est et les gardes nationales américaines. C'est exactement pareil en Afrique. On commence par le Maroc en 2003, le Nigeria qui est en accord avec la garde nationale de Californie, Djibouti avec la garde nationale du Kentucky, l'Angola, tout dernier ajouté 2017, l'armée angolaise qui a récemment mené des exercices garde frontière, évacuation médicale avec la garde nationale de l'Ohio. Donc encore un programme que si on suit son évolution, on peut parvenir à visualiser l'extension du dispositif américain. L'Angola, qu'on a réputé pourtant pour une chasse gardée chinoise. Mais depuis l'arrivée automne 2017 du président João Lourenço, on assiste à un rééquilibrage des relations de l'Angola. L'Angola cherche à ne plus trop dépendre de la Chine et essaye de s'ouvrir à d'autres partenaires. Donc elle demande aux Russes, elle demande aux Américains. Elle ne demande pas aux Français, parce que nous, globalement, on s'en fout de l'Afrique lusophone. Donc c'est pas un problème, c'est dommage, on devrait s'y intéresser. Formation également en matière de contre-terrorisme, donc essentiellement régionaux Sahel, Corne de l'Afrique. Donc au Sahel, en 2002, est lancée la Pan Sahel Initiative, 2002-2004, qui sera suivie par la TSCTP, donc le partenariat de contre-terrorisme Trans-Sahara. On a le même modèle qui se duplique dans la Corne de l'Afrique, avec le Kenya, l'Éthiopie, essentiellement pour circonscrire l'anarchie somalienne. Donc là, on a le programme EACTI, East African Counter-Terrorism Initiative, 2002-2009. Il a changé de nom à partir de 2009, mais les modalités de formation sont les mêmes. À partir de l'activation du commandement, du nouveau commandement, du dernier né des commandements militaires régionaux américains, donc AFRICOM, activation en octobre 2008, ce sont des exercices multinationaux régionaux qui sont mis en place. Là, on constate vraiment une activité crescendo. Donc, essentiellement découpée par région. Donc, on a les séries Accord, donc les exercices Accord, Western Accord, Eastern Accord, Central Accord, Southern Accord, pilotés par l'US Army.
On a les exercices de contre-terrorisme Flintlock, qui sont des exercices, tous les exercices sont annuels, ils sont répétés chaque année. Les exercices Flintlock, donc contre-terrorisme au Sahel, donc chaque année, les pays du Sahel, des pays européens et l'armée américaine mènent des exercices de contre-terrorisme Flintlock. Là aussi, le plus important, c'est d'être présent. Est-ce que ces exercices, leur répétition annuelle mène à plus d'efficacité? La situation à Sahel ne nous dit pas ça en ce moment. On a une méridionalisation progressive des groupes djihadistes, au point que, comme vous voyez, même au nord du Bénin, ça commence à descendre au Burkina Faso, ça va descendre au nord de la Côte d'Ivoire. Donc Flintlock, pour l'instant, efficacité mitigée, pour être, pour être gentil. Après, il y a le volet déploiement. Donc comment se déploie l'armée américaine en Afrique? Donc le but, c'est de mailler. Donc mailler, quadriller le territoire. Donc il y a 3 types d'installations américaines en Afrique. Bon, il y a la base américaine à Djibouti, à Camp-le-Maudier. Mais il y a ce qu'on appelle des nénuphars, ce que moi j'appelle des nénuphars, sur tout le continent. Donc il y a les CSL, Cooperative Security Locations, qui sont on va dire les nénuphars de taille moyenne, essentiellement dans des capitales ou des villes accueillant un aéroport international. Donc je vous donne un exemple de CSL, Mombasa, Kenya, Dakar, Sénégal, Accra, Ghana. Une CSL qui n'est pas dans une capitale, mais qui a servi, on va dire, entre 2011 et 2017 pour les opérations contre l'armée de la résistance du Seigneur, donc Joseph Kony, 2011-2017, c'est Entebbe, l'aéroport d'Entebbe. Donc là, pour donner un exemple, par exemple, de CSL, il y a une CSL à Entebbe. Il y a le deuxième type d'installation, un cran en dessous, ce qu'on appelle la CL, la Contingency Locations. Donc là, c'est un nénuphar avec une piste d'atterrissage, on va dire minimum, une piste d'atterrissage pour les hélicoptères ou les avions à décollage court, ou même des petits drones, d'observation comme les Scan Eagle, par exemple, les drones de fabrication américaine. Puis après, on a les FOL. Donc, j'explique. Les Forward Operating Locations. Pareil, cette fois-ci, c'est les points d'appui les plus en avant du territoire. Donc, par exemple, pour traquer Joseph Kony, les Forward Operating Locations, donc à Obo, Djema, Samwanja. Donc, c'est des petits villages en République centrafricaine. Et c'est les installations qui accueillent essentiellement les forces spéciales en opération. Donc, je vous ai donné l'exemple sur le cadre de l'Afrique centrale. Les CSL sont en général, quand elles sont certifiées pour de bon. Les CL ou les FOL, elles peuvent être activées ou désactivées d'une année sur l'autre. Et c'est là qu'il est intéressant d'écouter les auditions du général commandant d'Africom, en général autour de février-mars de chaque année, audition devant la commission forces armées de la Chambre des représentants, audition devant le Sénat, la commission forces armées du Sénat, où à chaque fois, il dit le nombre d'installations qu'il y a en Afrique. Des fois, ça s'active, des fois, ça se désactive. En général, il sous-évalue le nombre de déploiements, et c'est normal, hein, il est en commission, il ne va pas dire des zones où il y a des forces spéciales qui sont déployées, il ne va pas forcément détailler « nous sommes là » alors qu'on n'a rien à faire là. Donc, bon, il n'y a pas d'accord avec le pays, on ne va pas dire que nos forces spéciales sont déployées dans ce pays. Augmentation également sous l'administration Obama, l'activité des drones. Donc d'abord, pour ce qui est les activités ISR, donc surveillance, collecte de renseignements, puis après, opération d'attaque au sol. Donc les drones américains sont majoritairement basés à Djibouti, donc l'aérodrome de Tchabeley, qui a été en 2015. D'abord, ça partait de l'aéroport de Djibouti. En raison de l'embouteillage de l'aéroport international de Djibouti, les Américains ont obtenu le droit de construire une nouvelle base à Tchabeley, donc un peu à l'ouest de Djibouti. On en trouve un peu partout au Sahel maintenant. On a les drones français, évidemment, Harfang d'abord, puis Reaper, mais les drones américains sont présents surtout dans tout le Sahel. Niamey, la base 101, la base 201 Agadez, qui a été activée à l'été 2019, où maintenant des drones MQ-9 Reaper qui ont obtenu l'autorisation d'être armés par le gouvernement nigérien vont pouvoir décoller depuis l'aéroport Mano Dayak à Agadez. Nord du Cameroun, Garoua, N'Djamena, Tchad. Les drones américains, Dakar, évidemment, mais Dakar, sont plus des drones de surveillance, des drones de gros porteurs
type Global Hawk, ce qu'on peut trouver que des drones, on va dire, de taille moyenne, comme les Predators ou les Reapers. Donc là aussi, quadrillage des airs, quadrillage de la Terre, présence maritime, je l'ai dit, programme APS, exercices que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, exercices multinationaux, pareil dans les zones du golfe de Guinée, l'exercice Oban Game, exercice annuel. Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est, Cutlass Express, un exercice également annuel, avec les marines tanzaniennes, kenyanes, Maurice, Seychelles, Madagascar y participe aussi. Obtenir aussi la capacité à mener rapidement des opérations d'appui logistique. Donc, lorsqu'on a déclenché nos opérations à forte visibilité, Serval, Mali, janvier 2013, Sangaris, RCA, décembre 2013, les Américains ont parallèlement déclenché une opération d'appui logistique pour nous permettre de garder la dynamique dans nos opérations. Donc, Juniper Micron, c'était l'opération qui était en appui de Serval, une opération que vous pourrez retrouver mentionnée en très petit ou dans une note de bas de page dans les rapports d'information de l'Assemblée nationale. Les Français l'ont mentionné. Opération EcoCasmat, d'appui à la force sangariste française en RCA. Donc, les gros porteurs américains type C-135 Globemaster, C-5 Galaxy, ont aidé au transport de nos troupes et de matériel depuis la base d'Istres, essentiellement pour Serval et Barkhane, depuis la base de Évreux, pour Sangaris, et un officier américain était détaché au commandement des opérations militaires à Paris. Donc, opération d'appui logistique. Être capable de se déployer aussi rapidement, cela a étonné beaucoup de monde lorsqu'il y a eu l'alerte Ebola au Libéria, dans les 3 pays de la Mano, donc Guinée, Sierra Leone, Libéria, à quel point l'armée américaine était très rapide à établir ses hôpitaux de campagne, le CDC, donc le département du Pentagone chargé des risques épidémiologiques, était déjà présent, essentiellement parce que Monrovia, la capitale de Libéria, est une CSL, quand j'ai mentionné, donc l'aéroport international Roberts avait déjà une présence américaine. Les Américains ont très rapidement pu se déployer au Libéria pour essayer de contenir, on va dire, la propagation du virus Ebola. Nouveau cadre qui va ajouter à la furtivité des forces spéciales américaines, le cadre, ce qu'on appelle le New Normal. Donc le cadre New Normal a été déclenché après l'assassinat de l'ambassadeur Christopher Stevens en Libye, au consulat de Benghazi, donc 11 septembre 2012. À partir de là, les forces spéciales, le AFRICOM, a décidé d'établir 2 forces, ce qu'on appelle les forces in extremis, qui peuvent se déployer dans n'importe quel pays africain, hors programme d'assistance, hors programme de coopération, même s'il n'y a pas d'accord avec le pays hôte. Donc il y a 2 forces. Il y a une force des forces spéciales de l'armée de terre qui est déployée en permanence, l'EARF, East African Response Force, à Djibouti. L'autre force est composée du corps des Marines. Elle est basée à Morón, en Espagne. Mais elle se déploie régulièrement hors programme d'assistance. On l'a vu à Libreville, au Gabon. On l'a vu à Dakar, à Accra, à Niamey, consécutivement à l'embuscade qui a été tendue contre les forces spéciales américaines à l'automne 2017. Sur le plan sécurité, la Chine, de son côté, elle gardait ses distances. Elle voulait jusqu'au bout rester fidèle à sa doctrine de non-ingérence dans les affaires internes des pays africains. Elle ne construisait que des baraquements pour les troupes. Elle a participé aux missions anti-piraterie dans la Corne de l'Afrique en 2008. Et elle se positionne essentiellement comme second vendeur d'armes en Afrique. Surtout sur le plan des armes de petit calibre, montées des usines à munitions, elle est numéro 1. Mais dans les ventes globales, la Russie est premier. Matériel rustique, adapté au terrain africain. La Chine est deuxième. Elle a pris conscience d'une implication plus forte à partir de la guerre de Libye. Donc, février 2011, la France déclenche l'opération Harmattan. L'OTAN prend le relais à partir de l'été 2011. 35 000 ressortissants chinois sont obligés d'être évacués en catastrophe de Libye. Les Chinois partent des vols civils. Donc les Chinois se sont rendus compte qu'on investit de plus en plus sur l'Afrique, on a des ressortissants sur le terrain, il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de les évacuer. C'est aussi une des raisons, bon, en plus de la dynamique des nouvelles routes de la soie, mais une des raisons pour laquelle les Chinois se sont installés à Djibouti. C'est d'avoir aussi une base aérienne qui permet d'évacuer rapidement les ressortissants des pays
des pays africains, en cas d'effondrement de l'ordre social. Cet événement de la Libye va entraîner plusieurs choses. Elle va entraîner notamment une plus forte participation des Chinois aux opérations de maintien de la paix. Donc, tout d'abord au Sud-Soudan, donc où des troupes chinoises, essentiellement venant de la région du Xinjiang, ont été déployées dans le cadre de la MINUS, donc la mission d'intervention des Nations Unies au Sud-Soudan. Un modèle qui a été dupliqué lorsque la MINUSMA s'est mise en place au Mali. Les Chinois, pareil, se sont insérés dans le dispositif onusien au Mali. Les Chinois, ils pensent à s'insérer dans les missions onusiennes essentiellement depuis le Darfour, parce que lorsque la mission mixte d'ailleurs, Nations Unies et Union africaine s'est mise en place au Darfour, les Chinois ont tout de suite compris que les missions onusiennes pouvaient servir aux intérêts occidentaux. On l'a vu des fois, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu avec la MONUSCO au Congo, on a risqué de l'avoir avec la MINUAD au Darfour, pour faire une ingérence humanitaire supplémentaire dans les pays africains. Donc l'engagement financier sur le volet sécuritaire a été confirmé lors du Forum de la coopération Chine-Afrique décembre 2015 à Johannesburg. Et le premier forum sur la sécurité Chine-Afrique a été ouvert en juin 2018 à Pékin. Donc je pense que sur une tendance triennale, nous verrons ces forums de la sécurité Chine-Afrique se perdurer. Secteur dans lequel, cette fois-ci, la Chine a un avantage comparatif énorme sur les Américains, c'est celui des infrastructures de transport. Donc, essentiellement par le nombre de ces entreprises d'État. C'est très simple, quand un gouvernement fait un appel d'offres pour la construction d'une route, on a une compagnie française, on a Vinci qui arrive, on a Bouygues, et en face, on a 10 compagnies chinoises. Donc, les 3/4 des compagnies d'État, que ce soit de rang national ou de rang provincial. Donc, si on perd aussi la plupart des appels d'offres, c'est essentiellement parce qu'elles sont plus nombreuses, et aussi parce qu'elles prennent 30% moins cher. Et pour des pays africains qui sont, on va dire, des fois en rareté de devises, c'est beaucoup mieux de prendre une entreprise chinoise qui coûte moins cher qu'une entreprise française qui va, on va dire, facturer plus important. Rien qu'au niveau des camions, dans les chantiers, l'entreprise française prendra des camions, des camions Mercedes ou quoi, à côté, Owo et Sinotruk, c'est beaucoup moins cher à utiliser, et en plus c'est rapide. Le contrat est signé, 2 jours après, les ingénieurs superviseurs chinois sont sur le terrain, le matériel arrive, nous ça prend le temps de mettre en place les assurances pour les expatriés, les assurances, ça prend beaucoup plus de temps, on va dire, pour se déployer sur le terrain. Donc de 2003 à 2008, on assiste essentiellement à la construction, voire à la reconstruction, parce que le cas de l'Angola, on parle d'un pays dévasté par une guerre civile de 1975 à 2002. Les Chinois, là, il a fallu tout reconstruire. Et en plus, avec des terrains où parfois il y a des champs de mines, lors des appels d'offres, il y a le français, l'américain et le chinois qui sont là. On dit oui, mais le problème, c'est que la route doit passer à travers un champ de mine et tout comme ça. L'américain et le français repartent. Enfin, l'appel d'offres est fini. C'est un dialogue bilatéral Chine-Angola. Donc, modernisation des réseaux nationaux. Les projets de corridors transnationaux sont promus et se mettent en place à partir de 2010. Donc, dans le livre, j'ai fait une carte globale du continent africain où j'expose les corridors transnationaux en construction ou en planification, essentiellement qui s'étirent d'est en ouest, donc départ depuis Port-Soudan, Mombasa, Dar es Salaam. Ils se mettent en place, donc j'ai dit à partir de 2010, la thématique est autour de la thématique de la connectivité des nouvelles routes de la soie, aussi parce que les entreprises chinoises de construction sont en surcapacité sur le marché intérieur chinois, donc là c'est la dernière et finale sortie du pays des entreprises chinoises. Ce domaine concentre également toutes les polémiques. Donc, la critique américaine sur la présence chinoise concerne essentiellement les infrastructures. Il faut savoir que le secteur des infrastructures de transport comptabilise pour 33% des prêts chinois sur la période 2003-2018. Donc 33%, les prêts chinois s'élèvent sur la même période donc, des banques gouvernementales chinoises. Donc des prêts gouvernement à gouvernement, l'Exim Bank et la China Development Bank ont pris 143 milliards de dollars de prêts
143 milliards de 2003 à 2018. Donc c'est énorme. À côté de nous, la COFAS ou même de l'Exim Bank américaine, il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison. Et c'est là, justement, que l'administration Trump s'empare du discours de la diplomatie de la trappe à dette. Donc la Chine fait des prêts concessionnels, fait des infrastructures de mauvaise qualité et en plus endette les pays africains. Donc le discours autour des prêts toxiques chinois auxquels seraient rattachés automatiquement des saisies d'actifs, successivement, toute l'année 2018, on a eu ce discours. Donc Rex Tillerson, en visite à Nairobi au Kenya, parle des prêts toxiques. Après, on a le directeur de l'OPIC, donc c'est l'équivalent de notre COFAS, lors d'un voyage de travail à Johannesburg, pareil, prêts toxiques chinois. On a la directrice de la CIA, donc là c'est intéressant, Gina Haspel, pareil, en septembre 2018, elle mentionne les prêts toxiques chinois sur le secteur des infrastructures. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, pareil, visite à Djibouti, novembre 2018, prêts toxiques. Et alors le sommet, John Bolton en décembre 2018, qui ne fait que parler de ça pendant 20 minutes lorsqu'il expose la stratégie américaine à la Fondation Héritage. Donc, tout a commencé. D'où vient ce discours des prêts toxiques et de la diplomatie de la trappe à dette? Donc, tout a commencé, pas en Afrique, tout a commencé au Sri Lanka. Donc, au Sri Lanka, avec la cession en décembre 2017 du port d'Hambantota, donc, à la compagnie chinoise China Merchants, pour 1,1 milliard de dollars, pour une durée de 99 ans. Donc, l'objectif principal pour les Américains et les Occidentaux, parce que la presse britannique et française reprend ce discours, est de faire de l'exemple sri-lankais une jurisprudence. À chaque fois que les Chinois font un prêt, attention, il y a une clause qui peut se saisir de l'infrastructure qu'ils construisent. Et en plus, ils vous ont endetté au passage. Mais lorsqu'on fait une étude plus poussée de ce dossier sri-lankais, on se rend compte que les prêts chinois, donc divisés entre prêts concessionnels à 60%, non concessionnels à 40%, ne comptaient que pour 10% de la dette sri-lankaise en décembre 2017. Dette sri-lankaise qui se montait à 46,6 milliards de dollars. Donc pourquoi dire que c'est la Chine qui a endetté volontairement le Sri Lanka et s'est saisie du port? La majorité de la dette sri-lankaise, c'est des emprunts obligataires internationaux. À partir de 2010, c'est un cas qu'on constate dans tous les pays émergents. Beaucoup de pays se sont tournés, en raison des taux, du faible taux d'emprunt, se sont tournés vers les marchés internationaux et ont emprunté à tout va. Et bien sûr, le cycle, la spirale, on emprunte continuellement pour essayer d'assurer le service de la dette, payer les intérêts. Et le Sri Lanka s'est retrouvé dans un problème classique d'emprunt de plus en plus important sur le service de la dette. Et en décembre 2017, était sur le point de subir une crise de la balance des paiements. Donc la vente de 1,1 milliard a permis de renforcer les réserves en devises. Et beaucoup de ces emprunts obligataires internationaux arrivaient à maturité au Sri Lanka en janvier 2019. Si le Sri Lanka n'a pas fait défaut en 2018, c'est aussi parce qu'il a réussi à renforcer ses réserves en devises et la cession à China Merchants a contribué à cela. Évidemment, ça fait mauvaise image. Mais le gouvernement sri-lankais a dit le contrat du port d'Hambantota, c'est mon gouvernement précédent, c'était l'opposition qui l'avait signé. Moi, malheureusement, j'hérite de cette situation et je me vois dans l'obligation de céder pour 99 ans. Donc cet imbroglio peut-il être transposé à plusieurs pays d'Afrique? Là aussi, tout est question d'interprétation de l'information et d'objectifs recherchés. S'il est vrai que les prêts accordés par la Chine en Afrique ont cru de manière spectaculaire entre 2011 et 2018, encore aujourd'hui, ils représentent, je parle d'Afrique subsaharienne, ils représentent que 16% du total de la dette extérieure africaine. Convient dès lors de préciser trois choses. Qui détient la plus grande part de la dette extérieure du pays en question? La Chine est-elle le plus important créditeur des pays identifiés comme en détresse ou en surendettement? Et la Chine possède-t-elle plus de 50% de leur dette extérieure? Suivant mon analyse, trois pays répondent à ce risque d'endettement auprès des prêts chinois. Djibouti, 77% de la dette extérieure djiboutienne est détenue par les Chinois, 1,9 milliard de dollars. La Zambie, donc là aussi la Zambie, c'est un dossier emblématique parce que travaux d'infrastructures routières et ferroviaires énormes, nombreuses constructions de barrages hydroélectriques sur le Zambèze, construction d'aéroports internationaux, exploitation du cuivre, ça je l'ai mentionné, mais dans le cadre de contrats ressources contre infrastructures.
et la République du Congo, donc Brazzaville. J'ai rarement vu une aussi mauvaise gestion gouvernementale pour savoir. Le Congo ne savait même pas combien il devait à la Chine. Sassou Nguesso a dû se rendre à Pékin à l'été 2018 pour demander bon, finalement, je vous dois combien parce que il y a tellement une mauvaise gestion, des affaires publiques au Congo-Brazzaville que le FMI a réussi à parvenir à un accord avec la Chine en juillet 2019. Mais là aussi, le montant total de la dette congolaise est encore aujourd'hui assez flou. On estime la part chinoise à entre 7,3 et 7,4 milliards de dollars. En Zambie, en septembre 2018, il y a eu de nombreuses, informations qui sont sorties dans la presse de saisies par la Chine de plusieurs actifs zambiens. Donc deux aéroports, l'aéroport international de Lusaka, l'aéroport de Ndola au nord du pays, la compagnie nationale d'électricité, la ZESCO, et la compagnie nationale radio et télévision, la ZNBC. À partir de septembre, ces rumeurs se multiplient. Au Kenya, cette fois-ci, en décembre 2018, les Chinois vont se saisir du port de Mombasa, parce que le prêt pour la construction de la voie ferrée Nairobi-Mombasa est trop élevé, et il y a une clause dans le contrat qui dirait que le Chinois se saisirait du port de Mombasa en cas de non-remboursement du prêt. Là encore, la partie kenyane a démenti, la partie chinoise a démenti. Même chose en Zambie. Hein. Le gouvernement d'Edgar Lungu a démenti, la Chine aussi a démenti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de saisie. Il y a juste eu une joint venture à ZNBC, où la compagnie privée chinoise Star Times s'est introduite au capital. Mais la ZESCO est toujours sous contrôle zambien. Et les aéroports internationaux sont toujours aux mains des autorités zambiennes. Dès lors, alimenter la crainte des opinions publiques, on remarque que selon les agences de presse américaines, britanniques, il y a une forme de duplication des nouvelles. Donc il y a une guerre informationnelle qui est lancée à un certain moment sur un pays, et si ça ne prend pas, bon, le mal est fait, parce que la rumeur est propagée. Tous les gens qui ont été sur le terrain en Afrique savent le poids de la rumeur dans beaucoup de pays, et essentiellement pour faire de la Chine un enjeu électoral. Donc à chaque alternance, vous êtes trop proche des Chinois, vous vendez notre pays à la Chine. C'est un argument qu'on retrouve de plus en plus lors des élections présidentielles africaines. Donc mobilisation ces craintes. Parallèlement, les États-Unis ont pris de nouvelles mesures législatives, donc tout au long de l'année 2018. En avril 2018 a été signé le MCC Modernization Act. Donc la MCC, Millennium Challenge Corporation, est une initiative de George W. Bush mise en place en 2004. Elle permet l'octroi de paquets de développement quinquennaux, donc par exemple liés à l'électrification, liés au développement du secteur agricole, mais on ne pouvait qu'octroyer qu'un seul paquet par pays. À partir de décembre 2018, les Américains peuvent octroyer plusieurs paquets. C'est de l'aide au développement, ce n'est pas des prêts. Ils peuvent octroyer plusieurs paquets sur un seul pays. Par exemple, le Ghana ou le Burkina Faso peut bénéficier à la fois d'un paquet agriculture, d'un paquet électrification, d'un paquet facilitation du commerce. Donc réduction des coûts de transit, travail des douanes auprès des douanes et tout. Deuxième mesure législative qui a fait beaucoup plus de bruit, celle-là, le Build Act. Donc le Build Act a été signé par le président Trump en octobre 2018 et il annonce la création d'une nouvelle banque de développement américaine, capital initial de 60 milliards de dollars. Donc là aussi, la somme de 60 milliards de dollars, c'est une forme de clin d'œil parce que l'enveloppe chinoise pour l'Afrique, Forum Chine-Afrique 2018, 60 milliards de dollars. Forum Chine-Afrique de Johannesburg, décembre 2015, 60 milliards de dollars. Donc les États-Unis ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme capital initial? On va remettre 60 milliards de dollars. Différence avec la Chine, cette banque de développement ne prêtera pas au gouvernement. Elle prêtera aux entreprises privées américaines. Le principal chantier américain, c'est d'essayer de mettre en place des mesures incitatives et de motiver les compagnies américaines à investir dans la manufacture, dans l'industrie en Afrique. Il y a une frilosité, on va dire, constante des entreprises américaines.
Il faut savoir que la majeure partie du commerce États-Unis-Afrique se fait avec 6 États fédérés américains. New York, Californie, Géorgie, Louisiane, Texas. Donc Louisiane, Texas, c'est les raffineries. Donc essentiellement ça. Deuxième axe, mobiliser les partenaires. Donc là, on va parler d'une initiative qu'ont lancée les Japonais et les Indiens. Donc le corridor de croissance Asie-Afrique, officialisé par Shinzo Abe et Narendra Modi en septembre 2016. L'année suivante, réunion de travail à Ahmedabad en Inde avec la Banque africaine de développement. Les projets commencent à se mettre en place. Les Japonais ont décidé de se poser, essentiellement par rivalité asiatique, mais ont cette idée de se poser en alternative au business model chinois. Donc on voit la conférence... ils ont été les premiers, je vais faire un clin d'œil historique, les Japonais ont été les premiers à proposer des conférences Japon-Afrique. 1993, la TICAD, la conférence de Tokyo. Donc TICAD, première TICAD, 1993. 54 pays invités à la TICAD de Nairobi 2016. Et le mois dernier, fin août, la TICAD, Yokohama, où là, on a vu Shinzo Abe appuyer encore plus le fait que le business model japonais est plus durable et plus viable pour l'Afrique, moins de risques d'endettement, meilleure qualité des infrastructures, meilleure mobilisation de la main-d'œuvre africaine, meilleure transmission de savoir-faire, meilleure formation, des transferts technologiques plus systématiques. Donc là aussi, le Japon appuie sur les déficiences ou supposées déficiences, parce que là, on pourra en parler lors de la session questions-réponses, on pourra aller plus dans le détail, les supposées déficiences des relations Chine-Afrique sur les contrats d'infrastructure. Pour conclure, ce que je peux vous garantir, c'est que la guerre informationnelle va s'intensifier dans les prochaines années. Avec le retour de Moscou en Afrique, donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont remarqué que le mois prochain se tiendra le premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Il reste à voir combien de pays africains s'y rendront, mais je mise sur une quarantaine. 40 sur 54, c'est déjà pas mal. Les crispations vont aller crescendo. Les pays africains devront jouer au mieux avec tous les acteurs. Plus il y a d'acteurs, plus ils peuvent avoir la main, car ils peuvent mettre en concurrence tous les pays. Ils choisiront la meilleure offre, quoi qu'il arrive. Et la question que je laisse en ouverture, c'est que fera la France dans cette ruée? Je vous remercie. On retrouve dans la description un lien pour acheter le livre de notre camarade et ami Clément, Le Dragon et l'Aigle, lutte d'influence en Afrique subsaharienne, dans la collection Orbis Géopolitique de l'éditeur Bernard Giovanangeli. Pour donner ton avis, le pouce bleu est bien sûr disponible, ainsi que l'espace commentaire. Pour être informé des prochaines vidéos, abonne-toi et n'oublie pas la cloche. À bientôt.